Bonsoir, chers étudiants, j'espère que vous allez bien. On va continuer les cours du module Introduction aux relations publiques. Aujourd'hui, on a un nouveau cours titulé L'opinion publique et relations publiques. On a vu déjà les relations publiques, l'historique des relations publiques, les fonctions des relations publiques et la différence entre le marketing et les relations publiques. Aujourd'hui, on va voir l'opinion publique et relations publiques. On va traiter le thème d'aujourd'hui au suivant 7 plans. Comme d'habitude, introduction de cours, les différentes définitions d'opinion publique, les repères historiques d'opinion publique, l'émergence de l'opinion publique dans l'entreprise et conclusion. Introduction. Je veux introduire cette cours, quelques départs ou bien quelques notions d'opinion publique. Pour de nombreux sociologues, l'opinion publique n'existait pas. Il s'agit seulement d'un artefact, d'un fait artificiel créé par des instruments, les sondages chargés de la saisir. Ce livre veut reprendre à nouveau frais ce débat ancien des sciences sociales en avançant la proposition suivante. Si l'opinion publique n'existait pas, on assiste en revanche et de plus en plus à des controverses qui créer leur propre public, parce que l'opinion publique c'est pas une chose qui apparu, on peut le toucher, donc quelque chose qui a créé comme ça. Donc c'est pour ça il y a des contradictions entre les chercheurs dans ce domaine, dans la notion d'opinion publique, est-ce qu'il existe ou n'existait pas? Les dispositifs de mesure et d'observation de ces faits sociaux doivent de ce fait changer de perspective. Il s'agit désormais moins de rendre compte d'une opinion publique une et indivisible, armée d'outils tels les attitudes et les variables sociologiques lourdes que de restituer la dynamique des arguments et la plasticité des publics. Le mot opinion publique a apparu dans les sociétés démocratiques. Donc, les sociétés démocratiques contemporaines sont caractérisées par la diversité et le nombre de problèmes qui émergent dans l'espace public, local ou national. Affaires du sang contaminé, vaches folles, amiante, conflits d'aménagement, mais aussi dans un registre moins socio-technique et plus classiquement politique. Crise des banlieues, réforme des retraits, cartes scolaires, etc. Autant de problèmes qui suscitent de la part de différents groupes représentants politiques, médias, associations, entreprises, etc. De fortes controverses nourries d'arguments et de contre-arguments, mais aussi de récits et de symboles. La dynamique donc de ces controversées ne réside pas tant dans une opinion publique fantôme qu'elle prendrait à témoin que dans le public qu'elle crée et qu'enrôle la force des discours. Donc, la première fois qu'on va les traiter, c'est les définitions d'opinion publique. Qu'est-ce que ça veut dire les définitions d'opinion publique? Qu'est-ce que ça veut dire l'opinion publique? Dans l'introduction, on a vu que la controverse entre l'existence d'opinion publique et en même temps l'opinion publique a apparu dans les sociétés démocratiques. Donc, la notion d'opinion publique relève de la classe de celles qui vont de soi et que l'on utilise sans y réfléchir
avec attention et acribie. Mais si l'on décide de la saisir dans une définition qui soit précise, opératoire et juste, la notion, on peut dire, apparaît fouillante et insaisissable. Il est même tentant alors d'en conclure que la notion considère n'a de réalité que verbale et que, en l'occurrence, l'opinion publique n'existait pas. Sinon, comme un artefact de sondage d'opinion, comme j'ai déjà expliqué dans l'introduction. Donc, c'est une chose qui n'a pas qu'on ne peut pas le voir comme des choses matérielles, etc. C'est une chose comme ça entre les gens, entre le public. Pour en décider rationnellement, le plus simple et le plus sûr est de partir des mots, à la manière d'Aristote qui pratiquait l'exercice en arguant que les mots sont des trésors cognitifs puisqu'ils servent aussi bien à formuler et à transmettre des informations. Dans l'expression, le mot opinion et d'interprétation immédiate, sans étymologie latine, elle-même obscure. D'après Ernon, le fait remonter à opinare, qui veut dire conjecturer, être d'avis que. Dans le lexique philosophique, opinion traduit le grec doxa du verbe dokin. Il semble qu'il apparaît que. En grec, le mot doxa est frontalement opposé à aletheia, génosis, épistème. La distinction est limpide entre deux classes de cognition. Celle des opinions recueille toutes celles qui sont énoncées et reçues, sans avoir été soumises aux procédures à même de discriminer entre le vrai et le faux. De la définition d'une classe de savoir ayant subi avec succès, au moins provisoirement, les tests procéduraux de la rationalité. Au XVe siècle, elle désigne ce que pense une partie de la population, celle des éclairés, dotés d'un capital économique, social et culturel élevé et qui, dans les salons et les clubs, s'exprime au nom de la raison et critique l'absolutisme royal. Donc, c'est une opinion publique élitiste qui débat d'idées, c'est-à-dire l'opinion publique selon la partie élite. Communiquer et contribue à la formation d'une sorte d'espace public, lieu de délibération collective. Qu'est-ce que ça veut dire l'espace public? C'est-à-dire l'espace qu'on va discuter sur tout ce qui se passe dans notre société, entre les vœux, entre les gens, entre toutes les personnes qui sont réunies dans un espace et va discuter, ou bien va discuter sur qu'est-ce qui se passe dans le monde, ou bien dans notre société, dans notre cité, etc. Dans le même temps, les mouches de la lieutenance générale de la police portent à la connaissance du roi les rumeurs et le bruit du peuple. Donc aujourd'hui, l'opinion publique, c'est le point de vue supposé de la population, du plus grand nombre. C'est une construction politique et médiatique de ce que pense le peuple et qui s'exprime et qui agit. Elle est donc associée à la démocratie. Parce que l'opinion publique reliée aux médias, parce que l'audience des médias est plus large que l'autre outil de communication. L'opinion publique devient un enjeu capital. Il faut la connaître grâce aux enquêtes et aux sondages, avoir son soutien. Elle peut modifier l'exercice de la démocratie en la transformant en une démocratie d'opinion et de ce fait. Orienter les choix politiques. On a un auteur, Pierre-Henri Tavoyot,
auteur de Comment gouverner un peuple roi, traité nouveau d'art politique chez Odile Jacob 2019, explique que le peuple société veut que l'espace public soit son reflet exact, que le privé, l'intime et l'économique l'importent sur le public, tel que l'État obéissait à tous citoyens. C'est-à-dire le genre de le gouvernement soit démocratique, etc. On peut le voir ou bien on peut construire cette opinion publique. Donc, après, on a vu l'opinion publique dans l'espace public comme dans cafétéria, par exemple, dans les hôpitaux, par exemple, dans l'espace public, dans les cités. Mais maintenant, avec l'émergence de nouvelles technologies, on peut le voir ça par exemple, dans les commentaires. Les commentaires des gens dans les réseaux sociaux, les utilisateurs des réseaux sociaux et son interaction avec les choses qui se passent dans le monde ou bien dans notre société. Et les commentaires, etc., ça désigne ou bien construire une opinion publique depuis les réseaux sociaux ou bien depuis l'Internet. Donc l'Internet a révolutionné l'espace public des travailleurs en le rendant soudain, complexe et mondial. Les réseaux sociaux, par exemple, mêlent toutes les sphères privées, publiques, production, consommation d'informations, favorisent le communautarisme par opinion partagée et les fake news, c'est-à-dire les news qui ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Le meilleur comme le pire. La deuxième point, c'est je veux donner quelques repères historiques, opinion publique et espace public. Avec le courant des Lumières au VIe siècle, la notion d'opinion publique désignait dans un sens très restreint les opinions d'un bourgeois éclairé, c'est-à-dire l'opinion publique dans un comment on dit, juste les bourgeois parce que la capacité de lire, de comprendre les messages des médias, etc. C'est l'éclairé d'une élite sociale et intellectuelle détentrice d'un haut niveau d'instruction et confiante dans la capacité de la raison humaine à construire. Face aux opinions frustrées et réputées impulsives du peuple, un débat digne d'être publié, la notion d'opinion publique est donc dès l'origine indissociable de celle d'espace public, ce lieu accessible à tous les citoyens où un public s'assemblait pour formuler une opinion publique. C'est-à-dire, cet espace public, c'est pas juste pour l'élite qui a une capacité de lire et de l'analyser les messages des médias, c'est l'espace public pour tout le monde, pour tous les citoyens, avec toutes les catégories, avec tous les niveaux. Selon la définition qu'en donne la sociologue Dominique Wilton, c'est un sociologue, il a écrit des livres, oui, dans le domaine d'opinion publique, des articles aussi. Donc la Révolution française et le développement de la presse écrite, surtout dans la période de Napoléon Bonaparte, puis au VIe siècle, l'adoption du suffrage universel, l'émergence de la classe ouvrière et la publicité que le mouvement social va donner aux idéologies qui l'accompagnent vont élargir cet espace public. Il devient peu à peu accessible à des couches sociales plus larges et plus diversifiées. La perception du concept d'opinion publique se transforme alors en devenue l'expression légitime de l'ensemble des citoyens. La presse à grand tirage, en particulier, revendique ce rôle de reflet de l'opinion collective parce que les journaux, au niveau de tous les
peuple ou bien tous les citoyens français. En assimilant la lecture du journal à un adhésion à faits et opinions qui sont publiés, la publication dans l'horreur de la lettre j'accuse d'Émile Zola sur l'affaire Dreyfus en 1998 s'inscrit incontestablement dans cette transformation de l'espace public en tribune de dénonciation visant à interpeller le pouvoir politique et à peser dans le débat public. Le troisième point, ce sera très important, entre les opinions publiques et les sondages, il y a une conversation, ou bien il y a une distinction entre les deux, une assimilation discutable. Aujourd'hui, la notion d'opinion publique est assimilée à l'image reflet qu'en donnent les enquêtes et sondages d'opinion, c'est-à-dire on va mesurer cette opinion avec les sondages, comme inutile de mesurer l'opinion publique dans tous les pays. Ceci, on a envoyé l'espace médiatique dans des proportions sans cesse croissantes. Ainsi, la dernière élection présidentielle en France a donné lieu à 560 sondages au cours de l'année 2017. C'est-à-dire, on peut le mesurer, par exemple, c'est le peuple avec par exemple, le candidat A et le candidat B, qu'on va le mesurer dans les présélections. On va trouver par exemple 60% pour A, le candidat A, et 40% le candidat B. Donc, dans les vraies élections, on va les trouver des pourcentages près de cette mesure qu'on va les faire avant. Par exemple, 60%, 59, 58 et 40 au 38, 37. Donc, c'est ça. On peut le mesurer dans les pays démocratiques, les gens qui peuvent exprimer leurs réflexions, leur opinion avec toute liberté, sans aucun obstacle, etc. Le principe du sondage d'opinion est de donner une photographie instantanée de l'état des opinions de la population dans son ensemble sur tel que tel aspect des enjeux collectifs ou des processus électoraux, avec sur une mesure votée ou sur un projet de réforme, position sur une question polémique, intention de vote à un scrutin. Les techniques de sondage peuvent globalement se résumer à deux grandes méthodes pour s'assurer que l'échantillon de population qui sera sondé est bien représentatif de l'ensemble de la population, comme j'ai déjà expliqué expliqué. Cet échantillon peut être construit selon la méthode des quotas à partir de quelques critères considérés comme pertinents: sexe, âge, catégorie socio-professionnelle, zone d'habitation, préférences confessionnelles, etc. On construit l'échantillon à l'image de la représentation de ces critères dans la population totale de manière à obtenir une population en miniature. L'autre méthode, dite méthode aléatoire, consiste à faire confiance au hasard selon les lois de la probabilité, en tirant au sort dans la population totale suffisamment d'individus pour que l'échantillon reproduise les caractéristiques principales de l'ensemble. Cette dernière méthode est plus fiable scientifiquement que la première, a le désavantage d'être plus coûteuse, la taille de l'échantillon devant être plus importante. Donc, dans le point de l'opinion publique existe-t-elle? De nombreux sociologues et spécialistes de sciences politiques ont contesté le concept même d'opinion publique et plus précisément son assimilation, désormais omniprésente au résultat des sondages d'opinion.
Donc, est-il légitime de chercher à connaître la conscience collective en additionnant les consciences individuelles? L'une des critiques les plus virulentes de cette notion controversée est celle du sociologue français Pierre Bourdieu. Dans un article intitulé L'opinion publique n'existait pas dans 1962, les principaux arguments développés par Pierre Bourdieu sont les suivants. Le concept installe l'idée qu'il existerait une opinion publique homogène. Or, les motivations qui sous-tendent la réponse à une question dans un sondage peuvent être très diverses, voire contradictoires. Le seul fait de poser une question sur un sujet institue le sujet comme problème sur lequel le sondé est en quelque sorte sommé de se positionner alors qu'il n'avait peut-être pas d'opinion constituée. Toutes les opinions n'ont pas la même force, le même degré d'intensité, car les compétences politiques des sondés ne sont pas équivalentes. Les additionner revient à agglomérer des éléments hétérogènes. Pierre Bourdieu conclut que le concept même d'opinion publique est un artifice, une construction qui fixe des éléments mouvants et disparates pour en faire une prise de position homogène qui n'a aucune réalité, alors que selon lui une opinion se forge de manière dynamique dans la confrontation avec celle d'autrui. La cinquième point, c'est l'opinion publique et les médias, la relation entre l'opinion publique et les médias. On a déjà expliqué que les médias ont un grand large de l'audience, donc l'opinion publique a relié avec cette audience. Il est ardu d'évaluer et de mesurer précisément le poids de l'opinion publique et des médias dans la prise de décision des dirigeants américains, en particulier du président. Cela est particulièrement vrai quand il est question des enjeux de politique étrangère en raison du peu d'intérêt des Américains pour ce sujet et des sources d'informations limitées dont disposent les journalistes pour préparer leurs reportages. En réalité, les relations entre l'opinion publique, les médias et les élites politiques sont à ce point complexes et interdépendantes, voire symbiotiques, qu'aucune conclusion définitive n'est possible quant à leur influence individuelle dans une décision donnée. Cet état de fait explique l'absence de consensus des chercheurs sur l'effet réel de ces acteurs dans la formulation de la politique étrangère américaine, d'autant plus que les décideurs se tiennent généralement, comme le président George Walker Bush, à son arrivée à la Maison-Blanche en 2001, que l'on ne sonde pas sur quelque chose d'aussi important que la sécurité nationale et les affaires étrangères. Pourtant, des efforts colossaux sont déployés par la Maison-Blanche pour informer le public et surtout pour le convaincre d'appuyer ses orientations politiques. En cette ère de changement dans le paysage médiatique, la télévision reste un vecteur de choix, bien que Internet, notamment les plateformes numériques des médias traditionnels, deviennent une source de plus en plus importante d'informations, en particulier chez les moins de 30 ans et chez les élites politiques. Les médias ont historiquement joué un rôle considérable pour donner la parole à l'opinion publique, notamment avec la radio et la télévision. Aujourd'hui, les relations sont devenues plus complexes, les médias se sont autonomisés, renforçant leur rôle, y compris avec Internet, et l'opinion
public a rendu visible son existence et son influence, notamment par l'intermédiaire des sondages. Les relations donc et les interactions sont donc plus difficiles même si elles sont plus nombreuses, mais toujours indispensables à la communication politique contemporaine où l'on retrouve le triangle des acteurs politiques, des médias et de l'opinion publique. Quelles sont les interactions entre médias et opinion publique? La notion d'opinion publique est complexe, renvoyant tour à un public, à un espace et une volonté. Penser le public qui fait l'opinion, c'est penser la production d'une communauté politique capable de jugement, de discussion et de débat. À côté de cette dimension politique du public se sont développées des approches culturelles et économiques des publics conçus comme cibles, catégorisables ou comme audience à capter, signe de renforcement d'une logique mercantile du monde. Dans cette perspective, les médias représentent une question importante, que leur place soit centrale ou non. Il est clair que l'opinion publique est étroitement liée au système médiatique. La qualification du journalisme d'opinion référée par les historiens de la presse du XVIe siècle nous met sur la voie, dans une perspective médiacentrique et contemporaine, telle que la soutient Patrick Champagne dans son livre Faire l'opinion 1990. L'opinion publique n'existerait que dans et par des médias, bien sûr, qui la façonneraient ou l'orienteraient à leur manière. C'est-à-dire les médias, les messages des médias, soit la télévision, la radio, la presse écrite et maintenant la presse électronique, essayer de diriger et orienter le public vers quelques questions du monde, quelques questions de notre pays, quelques choses comme ça. Donc les médias ont un rôle, très bon rôle pour diriger et orienter le public. La relation de l'opinion et des médias n'est faite ni de linéarité, les médias reflets et porteurs d'une opinion toute faite, ni de surplomb des médias tout-puissants dictant ce qui est à penser. Les relations publiques, technologie sociale de la réconciliation. Les relations publiques visent à influencer les opinions, les attitudes et les comportements par la gestion stratégique des relations entre une organisation et ses publics internes et externes. Les relations publiques en tant que fonction des organisations se sont structurées d'abord aux États-Unis puis en Europe, pour formaliser des points de contact de l'entreprise avec des publics critiques, voire hostiles, et lui permettre ainsi de poursuivre ses objectifs. C'est aux États-Unis, à la charnière du XVIe siècle et du XVIIe siècle, qu'apparaissent les premières communications d'entreprise en relation avec les relations publiques. Journalistes défroqués, ils gardent un pied dans les médias et glissent l'autre chez leurs clients. Grandes entreprises ont mal de réputation. Ces presse agents forment la première génération des professionnels du public relations. En France, on traduira public relations par relations publiques jusqu'en 2011, date à laquelle Syntec Conseil en relations publiques décidera de faire évoluer l'orthographe pour affirmer plus clairement l'objet de la discipline. L'installation et la gestion des multiples relations qu'une organisation se doit d'entretenir de manière permanente et organisée avec l'ensemble de ses publics. Désormais, on écrit relations publiques, comme on dit relations investisseurs ou relations clients, parce que les relations publiques concentrées dans l'audience, soit l'interne ou bien l'externe. Les conditions qui déterminent l'apparition des relations publiques se sont trouvées pour la première fois réunies aux États-Unis, comme on a déjà expliqué ça, l'existence d'une presse à grand tirage,
d'une industrialisation rapide à grande échelle et d'une tradition politique originale. Donc les relations publiques essayent aussi de diriger ou bien d'orienter l'opinion publique de l'audience de l'entreprise. Le sixième point, c'est l'émergence de l'opinion dans l'entreprise. Le rôle donc de la relation publique dans l'entreprise, essayer de rédiger l'opinion publique, l'opinion d'audience, de clients, des investisseurs, essayer de donner une très bonne image par des choses que le département a fait au niveau interne ou bien externe. Donc, en portée du marketing et de la publicité, la mesure de l'opinion publique est devenue une pratique courante, pour ne pas dire centrale de la vie politique. Sondée, analysée, commentée sans relâche et sous-manipulée. Donc, l'opinion fait et défait les politiques publiques en permettant que s'exprime plus librement et plus fortement le monde d'en bas, mais risque aussi parfois de dénaturer le débat démocratique et ses institutions à l'ère des réseaux sociaux. Le monde de l'entreprise va-t-il connaître une évolution similaire? Jusqu'à quel point l'opinion interne peut-elle devenir un acteur à part entière de la vie sociale? Comment adapter en conséquence nos stratégies de transformation, nos modes de management et l'organisation du dialogue social? Les organisations industrielles qui ont façonné le modèle actuel de l'entreprise ont laissé peu de place à l'incertitude. Conçues pour produire massivement et au meilleur coût, elles répartissent rigoureusement les tâches et l'information. Le fonctionnement est fondamentalement vertical, hiérarchique et compartimenté, et il vise avant tout au contrôle des risques. Le management et le dialogue social sont organisés dans le même esprit. L'intermédiation est forte et symétrique. Les managers opérationnels forment le dialogue avec les représentants du personnel à différents niveaux et favorisent une centralisation de la négociation. Dans un tel cadre, l'opinion des salariés n'existait pas en tant que telle. Son ignorance volontaire constitue d'ailleurs un gage de confiance donnée aux interlocuteurs syndicaux légitimes. Tout au plus, les entreprises commencent, elles, à partir des années 70, à prendre le pouls de l'opinion des salariés, d'abord au travers des indicateurs de climat social, puis par recours à des enquêtes internes, mais ces approches restent passives et relèvent des pratiques d'observation sociale. Le tournant s'opère au XVe siècle avec la révolution digitale et ce qui l'entoure, car le digital n'est pas tout, il n'est pas en tout cas que technologie. La maturité des salariés progresse et avec l'aspiration à une plus grande participation à la vie collective. Donc les réseaux maintenant arrivent ainsi à point nommé pour favoriser la circulation des idées et des opinions. La dématérialisation des processus de gestion, notamment dans le domaine ressources humaines, contribue en parallèle à désintermédiaire le management. Les limites du dialogue social dans sa forme la plus traditionnelle conduisent les dirigeants eux-mêmes à désenclaver la négociation en l'articulant avec la consultation directe des salariés. C'est ainsi que se développe un ensemble de pratiques innovantes. Certaines s'inscrivent dans un fonctionnement vertical mais délibérément désintermédié. Ainsi, on est des consultations des salariés sur des questions sociales précisées, dont la portée peut être contractuelle. Ainsi, il y a aussi des consultations destinées à associer les salariés aux grandes orientations de l'entreprise, comme la Poste l'a fait en 2013.
D'autres s'inscrivent dans un fonctionnement horizontal. Il s'agit bien sûr des réseaux sociaux d'entreprise qui favorisent des échanges ouverts en s'affranchissant de l'organisation formelle. Il s'agit aussi des communautés de pratique, qu'elles soient ou non supportées par des outils numériques. Il s'agit également des groupes d'expression liés notamment à l'amélioration des conditions de travail ou au processus qualité. À ces pratiques encadrées s'ajoutent celles des échanges d'opinions réalisés au sein des réseaux sociaux externes, parfois au sein de forums dédiés à une entreprise mais qui échappent à son contrôle. Ces espaces jouent un rôle particulièrement important car ils permettent l'expression d'une opinion non seulement libre mais aussi totalement exposée. C'est ainsi qu'émerge l'opinion interne dans l'entreprise, c'est-à-dire l'expression d'idées ou de courants de pensée qui se distinguent tant de la parole de l'entreprise que de celle des organisations syndicales. Au même titre que l'opinion publique, l'opinion interne n'est ni constante ni unanime facture d'influence, elle est elle-même traversée par toutes les influences. Elle n'est pas facile à maîtriser et devient un enjeu, les parties prenantes cherchant soit à l'orienter, soit à l'utiliser, aussi informelle, multiple et changeante soit-elle, elle devient donc un acteur en tant que tel. Donc le rôle de diriger l'opinion interne, c'est le rôle du département de relations publiques. Parce que l'émergence de l'opinion interne peut être perçue comme étant de nature à fragiliser le dialogue social. La négociation sociale s'inscrit dans une histoire et une stratégie et exprime un compromis. Son résultat peut se retrouver en porte-à-feu par rapport à une opinion qui ne saisit pas la portée et la dynamique. Le travail pédagogique qui l'entoure de la part tant de la direction que des syndicats doit se confronter désormais à un flux d'échanges spontanés que les réseaux sociaux favorisent. L'information économique, jusqu'alors soigneusement contenue au sein des instances de dialogue social, se répand dans l'entreprise sur un monde diffus. Et dans ce contexte, la gestion de crise sociale peut s'en trouver singulièrement compliquée. De façon symétrique, le développement de flux d'informations et d'opinions sans contrôle peut fragiliser la manager qui perd l'exclusivité et souffre même la primauté de l'information, et que de surcroît se trouve démunis pour affronter une opinion diffusée qui leur échappe. Ceci explique la résistance de nombreuses organisations syndicales, mais pas toutes, à toute forme de consultation directe et notamment les référendums internes, comme leur méfiance vis-à-vis des opérations plus informelles de participation aux décisions collectives. Des pratiques coupables selon elles de favoriser la désintermédiation et de mettre en danger la démocratie sociale. De la même manière, bon nombre de directions d'entreprises continuent à privilégier le dialogue social formel et pyramidal et recourent à une diffusion très contrôlée de l'information. Et pourtant, l'émergence de l'opinion est toute sauf un phénomène passager et elle peut sans conteste être vue comme un puissant facteur de progrès. Elle est l'une des traductions du développement de la dimension collaborative de l'entreprise. Elle constitue à la fois le levier et la preuve de développement de l'intelligence collective. Elle est certes facteur de complexité, mais également témoignage d'une sorte de maturité particulièrement précieux pour gérer les transformations. Ce sont autant de bonnes raisons pour ne pas laisser la fabrication de l'opinion interne se faire sans l'entreprise et donc adopter en la matière une attitude offensive sans naïveté mais sans hésitation. Quelques grands principes peuvent être pris en compte.
La première, c'est renforcer d'abord les échelons intermédiaires, les premiers concernés. Le dialogue social est appelé à devenir plus ouvert pour ne pas dire pluriel. Ceci impose d'aider les organisations syndicales à faire leur propre révolution numérique. Apprenons aussi aux managers à gérer autrement l'information et à devenir des acteurs d'influence. C'est-à-dire comment gérer l'information, soit dedans l'entreprise ou hors. Porter haut et fort la parole de l'entreprise en utilisant tous les canaux disponibles, en évitant néanmoins le discours monolithique. Dans les communications organisationnelles dans l'entreprise, on a, comme on dit, l'interaction de communication, c'est-à-dire la, la communication du sendu et la communication, c'est-à-dire l'interaction entre haut et le bas avec le haut. Ne pas opposer négociation sociale et consultation des salariés, mais les articule de façon concertée. Oseur le partage de l'information. Les consultations internes réveillées sur une compréhension des enjeux bien supérieure à celle qui est supposée. Et puisque l'information de toute façon circule, autant faire en sorte qu'elle soit complète et exacte. C'est ça très important dans l'entreprise, c'est l'image de société ou bien l'opinion publique, prendre une image, une très bonne image sur la communication dans l'entreprise, c'est-à-dire l'information circule bien. Quand l'information circule bien dans la société, donc la communication est efficace et il n'y a pas beaucoup de problèmes. Parce que la plupart des entreprises qui ont des problèmes avec leurs employés ou bien leurs clients ont problème de communication. Comment communiquer avec l'autre bien. Allez, au-delà de l'équipement technologique, la mise en place d'une plateforme numérique ne se fait pas à constituer des communautés et encore moins à susciter des débats. Il faut pour cela de vrais enjeux et de variées suites. Parce que les débats, surtout dans les réunions par exemple, donnent l'opinion de travailleurs, l'opinion les dirigeants, etc. pour trouver une solution s'il y a un problème. Continuez bien sûr à recueillir et évaluer l'opinion, mais ne pas s'en contenter, associer la qualitative au quantitatif en prolongeant les enquêtes par des écoutes terrain et faire de ces enquêtes des outils concrets de pilotage managérial parce qu'il y a des experts qui font ça, qui évaluent l'opinion dans l'entreprise ou bien pour les clients. Donc il y a par exemple les questionnaires dans les méthodes quantitative et l'interview avec les clients, bien les face à face avec les travailleurs en les méthodes quantitatives. Tout aussi avec l'observation. Tout ceci relève à la fois de lâcher prise et de l'action volontaire, un paradoxe qui est bien au cœur de l'entreprise collaborative de demain. Les dimensions verticales et horizontales sont chères dans un fonctionnement en réseau. La responsabilité des dirigeants n'est pas de résoudre tous les problèmes, mais de rendre les organisations aussi vivantes que possible. Bienvenue à l'opinion des salariés. Donc, on peut dire qu'il y a une relation entre l'opinion publique et les médias et relations publiques. Parce que les médias utilisent différents moyens pour diffuser l'information et l'analyse qu'ils en font, soit la presse écrite, les supports numériques, la télévision, la radio. Le rythme de plus en plus soutenu avec lequel ils rapportent l'information internationale leur permet d'accroître leur impact sur l'opinion publique, les deux étant étroitement liés. Or, dans les démocraties, l'opinion publique tient une place croissante de la légitimation de l'action internationale des États, voire dans son orientation, en favorisant une interaction entre les responsables étatiques et internationaux et l'opinion publique. Les médias donc participent à l'état de droit, à une certaine transparence de l'activité internationale et au fonctionnement démocratique des États. L'opinion publique donc se façonne au contact de l'information diffusée par les médias qui relient par ailleurs les mouvements de fond qui la traversent. Les médias sont notamment attentifs au respect de leurs obligations
par les différents acteurs internationaux. Mais les médias peuvent également servir de relais à une communication politique ou à des idéologies lorsqu'elles font le choix de diffuser un message orienté au partial. Néanmoins, les médias traditionnels sont aujourd'hui concurrencés, voire remis en cause par des réseaux sociaux ou des sites internet qui diffusent des informations ciblées s'adaptant à la sensibilité ou au centre d'intérêt de chacun de leurs affiliés. Ceux-ci ont alors tendance à s'enfermer dans des bulles cognitives, espaces virtuels où chacun partage le même type d'idées, favorisant ainsi une certaine fragmentation de l'opinion publique et la recrudescence des théories de complot. Des médias sociaux, les nouveaux médias, comme l'Instagram et Facebook, ont notamment été utilisés pour influencer l'opinion publique. Une technique utilisée par certains groupes d'intérêt consiste à produire des sondages non représentatifs afin de biaiser les résultats. Donc, maintenant, est-ce que les médias, on peut le contrôler? Parce que les médias de masse, soit mass médias, se définissent par le fait qu'ils organisent la communication d'une vers plusieurs et que le message est unilatéral, pas d'interaction avec le public. Donc la télévision en est l'exemple le plus notable. Donc il est vrai que les pouvoirs ont toujours voulu contrôler les médias afin d'être en mesure d'orienter les opinions. Dans ce cas, l'information peut devenir rapidement de la propagande, que cette politique soit menée volontairement ou qu'elle soit tacitement intégrée par les rédactions. La pire de censure étant le temps censure. Dans de nombreux pays, les médias échappent aujourd'hui au contrôle de l'État pour diriger bien le peuple, bien l'opinion publique. Mais la question de leur indépendance est loin d'être résolue par leur privatisation. En effet, s'ils sont la propriété d'intérêts privés, d'oligarques et ou de multinationales, ceux-ci peuvent poursuivre d'autres objectifs que la seule information du public. Donc les médias appartenant à des partis politiques ou à des mouvements associatifs ont au moins le mérite d'afficher leur opinion. Pour autant, les médias ne parviennent pas totalement à formater l'opinion dans les pays dictatoriaux. Ce n'est guère loisible de l'exprimer, ainsi que ce que disent les médias officiels n'est pas la vérité. Il y a donc une forte tentation de ne pas croire ce qui est lu, vu ou entendu, même lorsqu'il s'agit de faits authentiques dans les autres systèmes politiques. Les médias sont soumis à un système concurrentiel. S'ils écartent trop de ce que le public est prêt à recevoir, ils seront dirigés par lui. Donc les médias ont un rôle très important pour diriger le peuple, bien diriger l'opinion publique du peuple, mais à déterminer avec le genre le système politique. Est-ce que c'est il y a les médias a un peu de la liberté de dire tout ce qu'il veut, ou bien non, il n'y a pas la liberté totale. Donc c'est ça. Donc selon le système politique qui détermine le système dans les médias, et on peut expliquer l'opinion publique qui se dirige par les médias dans ça dépend du régime de pays. Donc, les mass médias et leur influence sur l'opinion, on appelle mass médias aussi au moyen de communication de masse, on a déjà expliqué ça. Donc, le pouvoir des mass médias, on peut le déterminer par les mass médias présentent des spécificités. Donc, le message est à sens unique de l'émetteur au récepteur. Le message est simplifié pour des raisons techniques et de fait de large public visé. Il fait appel aux stéréotypes, expressions ou opinions toutes faites sans aucune originalité. Il fait appel aux émotions pour recueillir l'adhésion du public. Il s'adresse paradoxalement à des individus isolés. Donc,
Le rôle de mass média, c'est informer, c'est choisir. Les médias disposent d'une grande autonomie dans le choix des sujets à traiter et l'accordent suivre la priorité à un événement plutôt qu'un autre. Des sujets importants peuvent rester ignorés du public faute de couverture médiatique parce qu'ils n'auront pas été mentionnés pendant les nouvelles. Orienter aussi les informations, c'est parfois manipuler le public, développer telle ou telle information lui donne une importance qu'elle n'a pas forcément dans cette idée. Maintenant, avec la technologie et les réseaux sociaux, le peuple qui dirige les médias et pour donner une importance de quelque chose qui est intéressé par le peuple dans les réseaux sociaux. C'est ça l'interaction. Donc, c'est pour ça on peut le dire que les médias ont un quatrième pouvoir. Pourquoi? Dans les régimes autoritaires, les médias sont l'objet de toutes les attentions de pouvoir qui veut exercer sur eux une minimise. En France, par exemple, le pouvoir exécutif a exercé une tutelle sur les chaînes publiques jusqu'à 1982, où a été mise en place une autorité de contrôle de l'audiovisuel, soit disant la radio et la télévision, plus indépendante du pouvoir politique. L'audiovisuel français, par exemple, avait été nationalisé après la Seconde Guerre mondiale en raison de pouvoir que les hommes politiques attribuent aux moyens de communication de masse parce que donne l'importance à les masses médias. Donc, les révélations de la presse influencent indéniablement la vie politique. La démission du président américain Nixon en 1974 fut consécutive à la révélation par la Washington Post de son scandale de Watergate, mais l'influence directe des médias doit être considérée d'une manière nuancée. Donc, on peut considérer les moyens de communication de contre-pouvoir des garde-fous parce que les médias ne forment pas un ensemble homogène comme le sont les trois autres pouvoirs constitutionnels. Les organes de presse professent des opinions différentes. Le pluralisme de l'information, les individus disposent d'une réelle liberté de choix entre une pluralité d'organes de presse. L'esprit critique du public, l'élévation générale du niveau de connaissance de la démocratie moderne favorise l'esprit critique pour les gens et pour l'opinion publique. Le pluralisme contribue également en suscitant interrogation et scepticisme. Les médias sont le reflet de l'opinion publique. Par exemple, en France, où la presse est traditionnellement une presse d'opinion, c'est-à-dire dirige bien l'opinion du peuple français. On trouve un éventail de journaux reflétant la diversité des opinions politiques, les préférences de certains lecteurs vont au quotidien qui est un miroir de ce qu'ils pensent. Les médias privés sont des entreprises commerciales subordonnées à la loi du marché. Elles doivent donc répondre à la demande de leurs clients. La liberté de la presse, elle a une relation avec l'opinion publique parce que la liberté de la presse s'exerce dans un cadre juridique strict. Les responsables des informations qu'ils publient, les médias peuvent être mis en cause devant les tribunaux. Ainsi, le Conseil constitutionnel contrôle la partialité de l'information politique en période électorale. Au total, si l'on entend le pouvoir comme l'exercice de prérogatives constitutionnellement définies et protégées, les médias ne forment pas un véritable quatrième pouvoir. En revanche, on peut affirmer que les médias détiennent une formidable influence sur l'opinion publique, même si elle est dispersée et ont une pluralité d'organes de presse, de radio et de télévision. Les médias sont donc un acteur essentiel de la régulation politique. On peut dire aussi concentration du moyen. Les moyens de communication, soit de mass médias, sont marqués par la concentration économique qui conduit à la constitution des grands groupes multimédias. Diversification des formes, cependant, simultanément s'opère une diversification dans les formes de communication. Câble, satellite et une multiplication des programmes. Donc, on peut dire que l'opinion publique a une relation avec les médias parce que les médias se déterminent
l'opinion publique et dirige l'opinion publique selon les régimes de pays, soit démocratiques ou bien dictatoriaux. Donc, c'est ça, c'est très important pour savoir ça et faire la distinction entre l'opinion publique et les médias et les relations publiques. Les relations publiques aussi dirigent l'opinion de leur audience, soit interne ou bien externe. L'interne, on a dit que l'interne c'est-à-dire les travailleurs, et externes, ce sera les clients. L'opinion publique désigne l'ensemble des convictions et des valeurs, des jugements, des préjugés et des croyances plus ou moins partagées par la population d'une société donnée. De même qu'une opinion se caractérise par son aspect normatif et se différencie de l'esprit critique, marqué lui par le questionnement, l'argumentation, l'approche contradictoire et le souci d'approcher une certaine vérité. L'opinion publique peut parfois être construite sur des avis tranchés, des émotions, des informations en vérité peuvent se révéler fausses, qu'elles soient véhiculées intentionnellement ou non. Donc le développement et la multiplication des médias ont été exceptionnels ces dernières années parce que désormais chacun peut être informé par la presse écrite, seul moyen d'information jusqu'à début 6e siècle, mais aussi par la radio ou la télévision, voire même par l'internet. L'influence des médias est de plus en plus forte, notamment celle de la télévision, à la fois utile d'information pour la démocratie, mais aussi instrument redoutable pour un dictateur. Donc, mais l'information n'est pas distribuée de façon égale dans le monde. Les pays développés disposent d'un accès plus facile aux médias par leur niveau d'alphabétisation, leur pouvoir d'achat, leur avance technologique. Ils dominent les pays en voie de développement qui dépendent suivent des agences de presse de monde développées pour obtenir des informations. Dans les démocraties, la liberté de la presse a été affirmée, ainsi par la loi de juillet 1881 en France. Dans les pays totalitaires, cette liberté de la presse n'existait pas et de nombreux journalistes se trouvent emprisonnés pour avoir tenté d'informer réellement leurs concitoyens. Donc, l'utilisation du média nécessite un certain esprit critique. Un article du journal peut informer puis interpréter le fait évoqué en fonction de son appartenance politique. La télévision devient indispensable par le grand nombre d'informations diffusées. Elle aide à forger l'opinion publique, par exemple par l'organisation de débats en période électorale, mais elle conduit aussi à favoriser une information pour son aspect spectaculaire, ainsi comme les images de convois de réfugiés pendant la guerre de Kosovo. Elle peut conduire à des erreurs d'interprétation. Toute l'image peut être accompagnée d'un commentaire mal approprié, un trop fraîchement creusé et il nécessairement incarné. La télévision encourage aussi la vedette derrière un homme politique peut être ainsi amené à séduire plutôt qu'à argumenter. Désormais, les journalistes tendant à devenir plus prudes et cherchent à respecter les grands principes de la charte de Munich, signée en 1970 par plusieurs journalistes, travaillent sans pression politique, vérification des informations collectées, respect du public en évitant les images trop violentes. En France, par exemple, l'apparition d'un audiovisuel privé, radio libre, de la bande FM, télévision privée à partir de 1981 a permis de garantir davantage l'indépendance des médias vis-à-vis du pouvoir en place. Enfin, Internet apporte également des atouts extraordinaires, notamment l'accès à une foule d'informations, même à partir d'un coin isolé de la planète. Mais comme pour les autres médias se pose un problème d'éthique, de morale, doit en autoriser la circulation d'idées contraires aux droits de l'homme et favorables à des courants antidémocratiques. Ainsi, les médias, quels qu'ils soient, sont des outils précieux à condition d'être abordés avec un grand sens critique. Donc, l'objectif de l'opinion publique ou bien des médias de diriger les médias. Les médias dirigent l'opinion publique selon le régime du pays ou bien le contexte de travail dans les pays, soit démocratiques ou bien dictatoriaux.
Donc, c'est ça. Pour réaliser, par exemple, un très bon, comme on dit, pour un très bon travail de médias, il faut le respecter les chartes ou bien l'éthique de travail. Parce que les journalistes, ça sera responsable de ce qu'il va écrire ou bien va présenter pour les peuples. Aussi, on peut dire que les médias et l'opinion publique a un très bon relation. On ne peut pas parler de l'opinion publique sans parler des médias. Et la même chose, on ne peut pas parler des médias sans parler de l'opinion publique. Donc, l'importance de l'opinion publique, donc, soit par les sondages d'opinion, et un sondage est une technique statistique pour mesurer l'état de l'opinion sur une question donnée. Ils sont commandés par les hommes politiques, les médias ou les entreprises. Ils sont très importants en période électorale. Un enquêteur des instituts de sondage interroge dans la rue ou par téléphone un échantillon de la population. Les sondages permettent de mieux connaître la vie de la population. Les limites du sondage. Les sondages peuvent être se tromper. L'opinion des gens interrogés n'est pas forcément celle de tout le monde, surtout pour les peuples qui parlent des choses que ce n'est pas vrai. Lors des élections, les sondages peuvent être faussés car l'intention de vote des électeurs est sauf différent de leur choix définitif. Aucun sondage n'a annoncé Le Pen au second tour de la présidentielle de 2002 en France, par exemple. Donc, les médias et la démocratie. Les médias représentent l'ensemble des moyens de communication informant l'opinion publique. En France, comme dans la plupart des démocraties, la loi protège et affirme la liberté de la presse et les médias qui ont donc un réel pouvoir. Les médias ont souvent tendance à surmédiatiser un événement pour augmenter leur audience. Ils peuvent manipuler l'opinion. Par exemple, l'abondance de reportages sur l'insécurité dans les banlieues ont traumatisé et influencé une partie des électeurs de la présidentielle de 2002. Les journalistes doivent donc respecter leur code de déontologie et toujours dire la vérité sans subir de pression politique ou financière. Par exemple, la comité de surveillance de l'audiovisuel veille au respect de ces règles. Donc, le journaliste doit respecter l'éthique de travail et aussi euh, essayer d'écrire ou bien de présenter les informations réelles. Donc, avec la révolution d'Internet, l'Internet révolutionne la communication d'informations qui devient planétaire, mais il y a des dérives, sites stricts, pédophiles, terroristes. Les États tentent de limiter ces dangers, même il n'existe pas, devrait avoir. Donc, avec le développement de technologies, donc l'Internet, par exemple, il y a beaucoup des informations, circulent toutes les informations. Il faut le journaliste essayer de enquêter ces informations avant de le diffuser dans les médias. Parce que, parce que les médias responsables de ce que on sera en train de dire. Donc, les médias est responsable tout ce qu'on est en train de dire. Et en plus, il y a beaucoup d'études qui étudient l'influence des médias et comment les médias dirigent l'opinion publique, soi-disant le public. Donc, ces études sont très importantes pour connaître le, le peuple. Le peuple qu'on a essayé de l'informer. Donc, par exemple, il y a beaucoup des exemples
de l'opinion publique, par exemple, quelle est l'influence des médias dans le choix des électeurs, par exemple. Pour Christian Delporte, elle est négligeable. Il dit que je ne crois pas du tout que les médias fassent l'opinion, affirme-t-il dans l'hebdomadaire Une. Ils sont le reflet de la société et ils ont horreur de vide comme les hommes politiques. Ils ont besoin de construire un récit et doivent le nourrir. L'impact des révélations de canards enchaînés n'aurait pas été aussi forcé. François Fillon lui-même l'avait alimenté l'affaire en évoquant ses enfants pour sa défense, ce qui a incité les journalistes à vérifier. Pour le spécialiste des médias, notre presse est d'ailleurs par tradition davantage tournée vers le commentaire que vers l'investigation et même les grands débats télévisés. Donc, l'ensemble des sociologues s'accordent sur l'idée que ce n'est qu'à du XVIe siècle, avec l'apparition des médias de masse, qu'il est légitime de parler de société de masse. Et l'opinion publique et l'opinion publique, ils ont également combien celle est manipulable par des techniques de propagande, ce qui explique notamment l'apparition des grands régimes totalitaires, fascisme, communisme, nazisme, etc. Donc, juste la société, pour la caractéristique de la société de masse, la société de masse se réveille tout d'abord par la disparition du groupe primaire ou tout de moins par le fait que se perdent leur pouvoir d'autorégulation dans social organisation. Par exemple, le premier a défini ce concept de groupe primaire à l'aide de Charles Horton. Des rapports intimes et face-à-face qui se réalisent en ce type de groupe pour coller seuls ces liens profonds déterminent une socialisation véritable qui donne à chaque membre un jeu autonome grâce au échange constant avec les autres membres du groupe. Citons la famille, le groupe de voisinage ou le groupe de jeu, c'est la famille, c'est le voisin, etc. Qu'ils étaient conscients de leur fragilité dans les sociétés industrielles modernes, ils craignaient que leur disparition en conduise précisément à une sorte de société de masse atomisée. La famille, par exemple, perd à notre époque une partie de ses fonctions de socialisation et se trouve menacée par leur dispersion. Selon un processus identique, les traditionnelles relations de voisinage des communautés rurales font de plus en plus place aux relations personnelles des grands ensembles. À un niveau plus élevé, la société de masse s'exprime par une continuelle désintégration des communautés locales. Celles-ci abandonnent aujourd'hui une grande part de leur autonomie, alors que pour Tocqueville, c'est une philosophie, elle représente sociologue, elle représente l'instrument d'autorégulation par l'excellence. L'école de Chicago et notamment Robert Sparks a étudié les conséquences de l'industrialisation et de l'urbanisation à leur égard. Elle a montré comme le sentiment d'intégration comme l'idée d'appartenance ou d'identification perdent toute réalité, met en évidence l'aspect pathologique des communautés d'aujourd'hui en soulignant l'isolement dans lequel leur disparition, surtout avec les médias, face à l'État. On a remarqué de même que ce tout organique que représente le cité c'est d'autant plus que celle se participe au processus d'échange à l'échelon national. De même, les panneaux renforcent l'aspect impersonnel des relations sociales et empêchent la création d'une vie collective. Enfin, les organisations religieuses et culturelles, par exemple les mosquées locales qui lient entre eux les individus connaissant elles aussi un fort déclin. La solidarité ne s'exprime donc plus au niveau local mais à celui plus abstrait de la société tout entière. On peut comprendre que dans des sociétés où les communautés locales et leur support culturel se voient brusquement détruits par une industrialisation et une urbanisation rapide, les individus soient aisément mobilisables par des mouvements totalitaires. Seule la naissance de groupes intermédiaires, les syndicats par exemple, pourra freiner une telle tendance provoquée tant par l'atomisation que par l'anomie qui en résulte.
Dans les démocraties, la propagande vise essentiellement à influer sur les choix politiques plus largement, et dès lors que l'idéologie dominante est le capitalisme, la publicité est considérée comme une forme de propagande visant à façonner les comportements et les styles de vie, de le sens de consumérisme, parce que dans les publicités maintenant, on ne voit pas juste les bénéfices de produits ou bien les aspects positifs de produits. On va voir aussi certains comportements, par exemple, on va aller voir un mode de vie, essayer de l'influence d'autres personnes qui sont en train de voir cette publicité, etc. On a beaucoup d'exemples sur cette idée. Mais aussi, il faut prendre dans la considération que le média, il faut respecter tous les éthiques de travail pour donner une très bonne image de société qui travaille. Parce que ce sera la contradiction entre les médias et la société a une conséquence sur le peuple. Donc, il faut c'est-à-dire les médias, les médias et l'opinion publique et le peuple a une très bonne relation avec les trois variables dans la société si on veut de faire, comme on dit, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on voit. Il n'y a aucune contradiction. Ça, faire une très bonne relation avec les médias, surtout les médias qui donnent les informations correctes, qui aident le peuple de prendre la bonne décision, c'est-à-dire surtout dans les pays démocratiques. Donc, on peut dire que l'opinion publique, c'est surtout dans nos jours, il n'y a pas la responsabilité de la famille et avec qu'est-ce que se passe maintenant avec les phones, les laptops, etc. Donc, le rôle de la famille dans la société est absent. Donc, les médias essayaient de faire l'éducation pour du peuple et les diriger comme il voit, comme il veut le régime. C'est ça. Donc, on est là juste pour donner une image, une image sur ce que se passe et prendre l'attention de faire la distinction entre les publiques relations, bien les relations publiques, les médias et l'opinion publique. Donc, j'ai essayé de faire résumer tout ce qu'on a appris dans ce cours titulé l'opinion publique et les relations publiques et le rôle des médias dans le domaine de relations publiques et aussi comment diriger l'opinion publique, soit pour les entreprises concernant l'audience interne ou bien l'externe, les clients, etc. Et l'interne, ce sera le travailleur, ou bien les investisseurs. Donc, c'est très important de faire la distinction entre les trois concepts. C'est la relation publique, l'opinion publique et les médias, et la relation entre les trois définitions, bien les trois concepts. Merci pour votre attention.